Bonjour à tous, je vais vous présenter les atteintes neurologiques qui compliquent l'évolution des histiocytoses dont vous a parlé Jean. Moi, je suis neurologue à la Pitié-Salpêtrière et avec toute l'équipe du groupe d'études des histiocytoses, on essaie de mieux comprendre les atteintes neurologiques qui compliquent l'histiocytose et améliorer la prise en charge des patients. Alors, je vous parlerai dans un premier temps des complications neurologiques qui surviennent dans les histiocytoses de l'enfant, l'histiocytose langerhansienne principalement, et puis je dirai quelques mots des complications neurologiques qu'on observe dans les histiocytoses plutôt de l'adulte, la maladie d'Erdheim-Chester. Donc, on va commencer par l'histiocytose langerhansienne et ses complications neurologiques. On parle plus volontiers de neurohistiocytose langerhansienne, dont vous voyez sur cette diapositive les principaux critères de définition. On définit une neurohistiocytose comme des manifestations neurologiques qui peuvent être uniquement cliniques, des symptômes sans pour autant qu'il y ait de modifications radiologiques, ou des modifications sur l'IRM sans qu'il y ait de symptômes, ou les deux. À la fois, les patients peuvent présenter des symptômes et des changements, des anomalies sur l'IRM. Ces manifestations doivent être liées à une atteinte qu'on dit intrinsèque du cerveau ou de la moelle épinière. Ça exclut toutes les lésions osseuses, comme vous pouvez le voir sur ces IRM, par exemple. On peut avoir une lésion de la voûte crânienne, du crâne, qui peut comprimer le cerveau, mais le cerveau en soi n'est pas touché par la maladie, c'est la compression de l'os sur le cerveau qui donne les symptômes. Donc ça, ce n'est pas une neurohistiocytose, c'est une atteinte osseuse avec des signes neurologiques. Et les patients peuvent présenter aussi, comme sur cet exemple, des atteintes. La maladie peut toucher la colonne vertébrale qui peut ensuite s'abîmer, venir comprimer la moelle épinière, juste ici en arrière, et donner des symptômes neurologiques. Là aussi, ce n'est pas une neurohistiocytose langerhansienne, c'est une atteinte osseuse avec des signes neurologiques. Donc le patient peut présenter des signes neurologiques, des symptômes cliniques, des symptômes radiologiques, et on doit être sûr qu'il souffre d'une histiocytose langerhansienne, et généralement le diagnostic là est fait quelques années auparavant sur un prélèvement osseux ou un prélèvement cutané. Le diabète insipide tout seul, isolé, est considéré comme une atteinte endocrinienne. Donc en combinant tous ces critères, on dit que l'histiocytose langerhansienne se complique d'une neurohistiocytose dans 5 à 6% des cas. Donc des symptômes rares dans une maladie rare. Et cette neurohistiocytose peut se diviser en deux grandes catégories, deux types de neurohistiocytose langerhansienne, la forme dite tumorale et la forme pseudo-dégénérative. La forme tumorale, comme vous allez le voir, pose relativement peu de problèmes. On est surtout en difficulté face à la forme pseudo-dégénérative sur laquelle je vais revenir aussi. Alors, on va commencer par la forme tumorale de la neurohistiocytose langerhansienne. Alors, ça représente 50% des formes de neurohistiocytose de langerhansienne. Vous voyez, ça touche 2 garçons pour une fille et ça touche les adultes jeunes. Les premiers symptômes surviennent aux alentours d'une vingtaine d'années. Dans ces formes, l'atteinte cérébrale peut être isolée dans un tiers des cas, c'est-à-dire qu'un tiers des patients ont juste une atteinte du cerveau, ils n'ont pas d'atteinte osseuse ou cutanée par exemple. Et donc vous voyez les symptômes qu'on peut observer chez ces patients, chez qui la maladie débute aux alentours de 20 ans. Les symptômes sont absolument pas spécifiques de la neurohistiocytose langerhansienne. On peut retrouver ces symptômes dans toutes les tumeurs cérébrales. Les patients peuvent présenter des maux de tête, des crises d'épilepsie ou des paralysies, des symptômes qui sont communs à toutes les tumeurs cérébrales. Alors ces tumeurs cérébrales de l'histiocytose langerhansienne, comme vous pouvez le voir sur ces deux IRM, généralement il y a une seule lésion, une seule tumeur cérébrale. Dans 2 tiers des cas, certains patients peuvent présenter plusieurs bouts, plusieurs tumeurs au niveau cérébral, comme vous pouvez l'observer sur cette IRM avec toutes ces taches blanches dans le cerveau. 1 tiers des patients présentent ces lésions qu'on dit multiples. Et alors, où se localisent ces lésions au niveau du cerveau? Eh bien, on peut se localiser ou du système nerveux à peu près partout, mais majoritairement dans ce qu'on appelle les hémisphères cérébraux. Ici, à la partie haute du cerveau, ça peut être directement dans le cerveau ou dans les enveloppes du cerveau qu'on appelle les méninges. Ici, vous voyez ces boules qui sont dans les enveloppes et qui vont venir comprimer le cerveau. Ça peut toucher
les plexus choroïdes, qui sont des structures cérébrales qui vont sécréter le liquide dans lequel baigne le cerveau. Ça peut être localisé, ces tumeurs, plus rarement, au niveau du tronc cérébral, qui est une région critique qui contrôle une grosse partie de certaines des fonctions vitales importantes, comme le rythme cardiaque ou le rythme respiratoire. Et ça peut être aussi dans le cervelet, comme vous le voyez ici, cette petite tache blanche. Plus rarement, ces tumeurs peuvent être aussi localisées au niveau de la moelle épinière. Alors, le traitement de ces boules, de ces tumeurs de l'histiocytose langerhansienne, repose sur la chirurgie quand la maladie est opérable. Si jamais la maladie n'est pas opérable, on peut utiliser la chimiothérapie avec la vinblastine ou des chimiothérapies plus intensives comme la cladribine, voire des thérapies moléculaires ciblées sur lesquelles on reviendra. Donc ici, vous voyez un patient qui a cette lésion méningée qui a été traitée par vinblastine et qui a très bien évolué puisque la tumeur a complètement disparu. Il aurait pu être traité par chirurgie aussi si on n'avait pas le diagnostic. Autre exemple ici d'un patient qui a des tumeurs plutôt profondes dans le cerveau, difficile d'accès pour une intervention chirurgicale. Il a été traité par cladribine et là vous voyez que la maladie est guérie après chimiothérapie. En termes de pronostic, eh bien, cette neurohistiocytose langerhansienne de forme tumorale, avec les différents traitements dont on dispose, on arrive à la contrôler dans la grande majorité des cas, dans plus de 90% des cas. Alors ça, c'était la forme tumorale. Et on va passer maintenant à la forme qui est la plus difficile à comprendre et à prendre en charge. Je vais vous donner les éléments qu'on connaît actuellement. Donc là aussi, ça représente 50% des formes de neurohistiocytose langerhansienne, la neurohistiocytose langerhansienne pseudo-dégénérative. Là aussi, les garçons sont plus touchés que les filles. L'âge de début de la maladie, ça concerne plutôt des enfants cette fois-ci, avec un âge de début des symptômes neurologiques aux alentours de 10 ans. Il n'y a pas d'autres atteintes extra-neurologiques dans 10% des cas. Ça veut dire que la majorité des patients, 90%, ont présenté dans leur histoire de la maladie des lésions osseuses ou cutanées, par exemple, ou autres. Et les symptômes sont complètement différents de la forme de neurohistiocytose tumorale. Les patients vont présenter des troubles de la coordination, motrice notamment, avec des troubles de l'équilibre chez 85% des patients. Ils peuvent présenter une rigidité musculaire, qu'on appelle le syndrome pyramidal, dans 2/3 des cas. Ils peuvent présenter des altérations ou des troubles des fonctions supérieures ou des fonctions cognitives chez la moitié d'entre eux. Et un syndrome pseudobulbaire chez un quart des patients. Le syndrome pseudobulbaire, c'est un trouble de l'émotilité, de la déglutition notamment et de l'articulation. Et puis, il y a d'autres symptômes plus rares. Et élément aussi notable, c'est que 5% des patients peuvent présenter des anomalies sur l'IRM sans pour autant présenter des symptômes. C'est ce qu'on appelle l'avance radiologique. Alors, sur le plan de l'IRM, chez près de la moitié des patients, à IRM, les signes sont assez caractéristiques. Il y a cet aspect qu'on dit en cocarde du cervelet. Le cervelet, c'est une région du cerveau à la partie basse et en arrière. C'est le petit cerveau qui va contrôler la coordination des gestes, la coordination des idées, la coordination de la motricité. C'est un peu le chef d'orchestre de nos actions. Et cette partie blanche, là, ici, est anormale. Et ça caractérise, c'est ce qu'on observe chez les patients qui ont une neurohistiocytose langerhansienne pseudo-dégénérative. Alors, sur le plan du traitement, beaucoup de choses ont été tentées, par analogie aux maladies qu'on connaît. Il y a comme il y avait une hypothèse d'une maladie inflammatoire, il y a des immunosuppresseurs, des corticoïdes, des immunomodulateurs qui ont été donnés sans réelle efficacité. On a tenté également par analogie aux maladies tumorales, puisque l'histiocytose est caractérisée par la prolifération de certaines cellules, les traitements qu'on utilise dans certaines tumeurs, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, là aussi sans efficacité majeure. Et puis on a tenté également des agents différenciants, c'est-à-dire qu'on a essayé de pousser les cellules de Langerhans à être plus avancées dans leur développement et en espérant qu'elles soient moins toxiques pour le cerveau avec la cyclotransrétinoïque
et pour lesquels les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos espérances. Et actuellement, et ça je pense que Jean reviendra dessus tout à l'heure, les inhibiteurs, les thérapies moléculaires ciblées qui sont actuellement en cours d'évaluation dans l'histiocytose en général, mais aussi dans les formes neurologiques. Alors comment on a avancé ces dernières années? On a avancé principalement dans la compréhension des symptômes présentés par les patients qui ont une neurohistiocytose pseudo-dégénérative. Alors, je vous avais dit au tout début, dans les premières diapositives, que les patients souffraient de troubles cognitifs ou de troubles des fonctions supérieures. Et ces troubles des fonctions supérieures ont été caractérisés et on sait qu'il s'agit d'un syndrome dysexécutif principalement. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome dysexécutif? De manière hétérogène, avec une gravité plus ou moins importante, les patients vont présenter des déficits de planification, d'organisation. Alors, vous savez, pour faire une tâche, on doit la découper en petites tâches. Et des patients qui souffrent de neurohistiocytose gangliosienne pseudo-dégénérative ont du mal à aligner et à organiser toutes ces tâches. Ils ont également du mal pour la mémoire de travail. C'est ce qu'on appelle la mémoire vive d'un ordinateur. On stocke différentes informations qu'on organise pour atteindre l'objectif souhaité. Il y a ce qu'on appelle des difficultés d'inhibition. Quand on prévoit de faire quelque chose, il y a toujours parfois un contrôle qui nous dit de ne pas le faire, comme ce qu'on appelle les règles sociales, par exemple. Donc, il y a ce frein qui est abîmé dans la neurohistiocytose gangliosienne pseudo-dégénérative. Et il y a une réduction de la flexibilité cognitive. Là aussi, c'est le traitement de multiples tâches. C'est par exemple quand on conduit, d'accélérer, freiner, le feu, le chien qui traverse, les enfants qui parlent derrière. Voilà, donc ça, c'est ce qui me permet de hiérarchiser toutes ces informations. Et ce syndrome dysexécutif traduit chose un peu inattendue, parce qu'on savait que la neurohistiocytose gangliosienne touchait le cervelet, mais ces atteintes traduisent une atteinte du lobe frontal, de la partie antérieure du cerveau. Alors, comment ça s'évalue? C'est les bilans neuropsychologiques qui permettent qui ont permis de mettre en évidence ce syndrome dysexécutif, qu'on peut évaluer par des tests qu'on fait pratiquer aux patients, aux jeunes patients, des tests qui vont évaluer, alors ça peut être des dessins, des exercices, des séries de mots qui permettent d'évaluer l'attention, la mémoire, la réalisation des gestes, l'organisation, le langage, la cognition sociale, le comportement émotionnel et la vitesse de traitement. C'est des tests qui durent en général entre une et 2 heures. Parmi les autres avancées ces dernières années sur la neurohistiocytose gangliosienne, c'est on a mis en évidence ce syndrome dysexécutif. Il est mis en évidence également des troubles du mouvement, des mouvements oculaires. Alors les mouvements oculaires, c'est des mouvements extrêmement compliqués qui font appel à plusieurs régions cérébrales pour être parfaitement coordonnés, pour que les yeux bougent à une vitesse adaptée. Un bruit brutal, par exemple, va nous faire tourner les yeux très vite, alors que si on voit passer un train, on va le suivre très lentement. Et donc, ces mouvements oculaires font intervenir beaucoup de régions cérébrales, parmi lesquelles la région frontale, qu'on a vu déjà touchée dans le syndrome dysexécutif, et le cervelet et le tronc cérébral, le cervelet qu'on sait touché dans la neurohistiocytose gangliosienne. Et bien, suite à un travail mené par Lila Autier, elle a mis en évidence des perturbations de ces mouvements oculaires qui ne gênent pas forcément les patients, mais qui traduisent des anomalies de fonctionnement au niveau du lobe frontal et du cervelet. Alors, c'est un examen qui est non invasif, c'est des électrodes qu'on pose autour des yeux et puis des écrans, suivre des points sur des écrans. Alors, l'intérêt de ce test, outre le fait de nous permettre de mieux comprendre les anomalies, les problèmes que présentent les patients qui ont une neurohistiocytose gangliosienne, ça va nous donner des données chiffrées sur l'amplitude et la vitesse des mouvements qu'on va pouvoir suivre au cours de l'évolution pour apprécier s'il y a une aggravation objective ou pas. Enfin, dernier élément sur lequel on a pu avancer ces dernières années, c'est qu'on sait que dans la neurohistiocytose gangliosienne, l'évolution est hétérogène, on a du mal à la quantifier. En fonction du degré de fatigue de l'enfant, parce que c'est souvent des enfants ou des adolescents, eh bien, les symptômes peuvent évoluer. Donc, c'est très difficile au fil du temps de dire si le patient va moins bien, ou s'il est stable, ou au contraire, s'il s'améliore. Donc, on a besoin d'outils pour essayer d'apprécier de manière objective l'évolutivité.
sans traitement, mais aussi lorsqu'on va mettre en route des traitements pour savoir si nos traitements sont réellement efficaces ou pas. Alors ici, vous avez deux IRM du même patient. Et ce que vous observez, c'est le cervelet ici, dont on a parlé, qui joue un rôle, qui est chef d'orchestre, qui joue un rôle dans la coordination, qui va, on dit qu'il va rétrécir, hein, qui va s'atrophier. Et on a observé ce phénomène chez certains patients, qui traduit l'aggravation des problèmes de coordination. Et on a Cho-Young-Baek qui a évalué le volume du cervelet au fil du temps. Alors sur cette espèce d'araignée, chaque ligne correspond à un patient. L'axe des ordonnées indique le volume du cervelet et puis en abscisse les années. Et ce que vous observez, c'est que l'évolution de la neurohistiocytose ancienne pseudo-dégénérative est extrêmement hétérogène selon les patients. Il y a des patients qui vont s'aggraver sur l'IRM assez rapidement. Le cervelet va se rétrécir de manière assez rapide, alors que d'autres, la maladie va rester stable pendant des années, voire des décennies. On essaie de comprendre actuellement les facteurs qui conditionnent telle ou telle évolution. Donc ça, c'était ce que je souhaitais vous présenter concernant la neurohistiocytose ancienne tumorale et pseudo-dégénérative. Et on va parler brièvement de la forme de l'adulte, la maladie d'Erdheim-Chester, avec une seule diapositive qui va comparer les deux maladies qui se ressemblent beaucoup. Alors, sur ce tableau, la première colonne, c'est l'histiocytose ancienne, la deuxième colonne, c'est la maladie d'Erdheim-Chester. Sur la première colonne ici, c'est les différentes caractéristiques, l'âge des patients, les caractéristiques sous microscope, quand on fait un prélèvement d'une lésion de la maladie, les aspects génétiques, les signes neurologiques, les signes radiologiques et puis les traitements. Donc vous voyez que l'histiocytose ancienne, c'est plutôt l'enfant, la maladie d'Erdheim-Chester, c'est plutôt l'adulte. Les critères radiologiques, anatomopathologiques sous microscope, on arrive à reconnaître le deux types de maladies, mais en point en commun, c'est leur biologie. Alors, il y a certaines protéines, certaines molécules, certains gènes qui sont altérés de manière commune dans les deux maladies. Les formes neurologiques, il y a la forme tumorale et les pseudo-dégénératives dans les deux cas. L'aspect radiologique est très voisin, avec une particularité pour la maladie d'Erdheim-Chester, c'est que les vaisseaux, les artères à destinée cérébrale peuvent être touchés également, ce qui n'est pas le cas dans l'histiocytose ancienne. Et sur le plan du traitement, il y a une très bonne évolution des lésions tumorales avec nos traitements. En revanche, pour les manifestations cliniques et radiologiques pseudo-dégénératives, nos traitements semblent moins efficaces. Alors pour conclure, je dirais que la neurohistiocytose ancienne pseudo-tumorale, qui représente 50% des formes de neurohistiocytose, pose relativement peu de problèmes diagnostiques et thérapeutiques. C'est une maladie qu'on arrive bien à prendre en charge de manière optimale et à guérir les patients. En revanche, dans la forme pseudo-dégénérative, ça reste une maladie rare. Les signes neurologiques apparaissent de manière retardée par rapport aux signes des autres organes. Jean vous en parlera. On sait maintenant quels sont les patients qui sont le plus à risque de développer cette neurohistiocytose pseudo-dégénérative, notamment les patients qui ont, dans leur première manifestation, des anomalies, des atteintes de l'os, en particulier du crâne, des orbites, de l'atteinte de l'hypophyse et qui ont certaines mutations génétiques qu'on appelle la mutation BRAF. Pour cette maladie, on a besoin de mieux la comprendre, c'est ce qu'on a essayé de faire ces dernières années. On a besoin d'examens sensibles pour essayer de savoir comment elle évolue très précisément, surtout pour évaluer les traitements qui commencent à émerger. Il y a bien sûr l'examen clinique. Je vous ai parlé de l'étude des mouvements oculaires, le bilan neuropsychologique, les IRM quantitatifs, des examens extrêmement lourds à mettre en place, mais qui nous permettent de donner des données chiffrées et comparatives. Sur le traitement, pour l'instant, il n'y a pas de traitement standard. On évalue la place des thérapies moléculaires ciblées, qui sont extrêmement efficaces dans dans les atteintes non neurologiques et dans les atteintes neurologiques tumorales, et qui sont en cours d'évaluation actuellement dans les formes pseudo-dégénératives. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre soutien. Merci.